Alors on continue avec notre séquence vraiment dédiée aux social media. On a fait une première conférence, vous y étiez sans doute pour la plupart, puisque je reconnais quand même des visages. On a fait une première conférence sur les grandes tendances du social media. On a vu que ça allait évidemment très vite et on a commencé à aborder la thématique du conversationnel, parce que ça évidemment, c'est une problématique aujourd'hui qui prend de plus en plus d'importance, de plus en plus de poids. On va voir pourquoi. On parle beaucoup de conversationnel aujourd'hui et ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire avec le conversationnel. On ne va pas parler trop de techno, ce n'est pas l'objectif, même si évidemment la techno fait que ça modifie beaucoup de choses dans le conversationnel, mais on va essayer vraiment de s'arrêter sur ce que ça permet surtout de faire. Alors, pour nous parler de tout ça, on a trois intervenants, trois experts du sujet. À ma gauche, Guillaume Laporte, qui est le patron de Destigo. Destigo, on en a pas mal parlé déjà. On commence un peu à voir ce que vous faites, mais on va y revenir parce que, évidemment, vous êtes quand même une nouvelle entreprise dans ce secteur, dans ce milieu. Donc, on va y revenir. Destigo à ma gauche, vous êtes, je crois, vous avez un stand ici sur IFTM Top Resa. Nous avons Simon Robic, qui lui est Social Product Manager chez iAdvise. iAdvise, qui est une entreprise basée à Nantes. C'est ça, et on verra aussi avec vous ce que vous faites chez iAdvise. C'est aussi intéressant, évidemment, que Destigo. Et puis, à ma droite, Nicolas de Dianous, qui est le directeur associé de We Like Travel. Je rappelle, We Like Travel, c'est une agence de communication basée à Nantes, parce que je crois d'ailleurs que vous êtes voisins. We Like Travel, agence de communication basée à Nantes, spécialisée sur le social media et spécialisée dans le domaine aussi du travel, du voyage. Alors, messieurs, on va d'abord commencer avec vous deux, avant de laisser un peu la parole à Nicolas pour introduire cette conférence. Mais on va juste vous demander ce que vous faites, ce que c'est que votre entreprise, parce qu'encore une fois, je pense que aux oreilles de certains de nos participants, forcément, vos entreprises ne disent pas encore grand-chose. Donc, on va commencer avec vous, Guillaume. Destigo, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Depuis quand? Quel est votre objectif? On y va, les micros sont ouverts, il n'y a pas de problème. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Laporte, je suis le cofondateur et CEO de Destigo. Destigo, on est une société de technologie qui développe donc une brique d'intelligence artificielle conversationnelle spécialisée dans le domaine du voyage et du tourisme. Donc très concrètement, on a développé une technologie qui permet à des agences de voyage, loisirs ou d'affaires, en ligne ou traditionnelles, à des compagnies aériennes, à des sociétés ferroviaires ou de mobilité, de créer des assistants par le biais de canal de messagerie par chat ou par la voix pour faciliter les relations entre les entreprises et les voyageurs. Donc on travaille aujourd'hui avec une vingtaine d'entreprises de voyage, dont Carlson Wagonlit, Iberia, Vueling, RATP, SNCF, enfin principalement des grandes entreprises dans le domaine du voyage. On a aussi des plus petites entreprises, Mr Fly, Frequent Flyer Travel, avec qui on développe donc des assistants par chat ou par la voix qui sont capables de résoudre des cas d'usage liés à l'automatisation du service client, notamment du niveau 1, améliorer la conversion sur certains types de produits et améliorer du coup les ventes de produits additionnels pour améliorer le chiffre d'affaires des entreprises. Et donc sur quelques détails sur Destigo, on a 2 ans. Ouais. Vendredi passé, on a fait nos 2 ans d'entreprise. Toute jeune. On est 35 collaborateurs basés à Paris, une grande partie d'ingénieurs et data scientists. Et là, on vient d'ouvrir une petite antenne en Espagne, donc on est en pleine phase d'internationalisation. Oui, d'accord. On a peut-être quelques images. Vous êtes venu avec quelques images pour qu'on illustre un peu ce que c'est que Destigo. Voilà, donc pour présenter un petit peu, donc l'idée c'est pour vous d'être présent sur les canaux de messagerie moderne où sont aujourd'hui les consommateurs. Également, par exemple, sur un site web à travers une petite fenêtre de chat et également de permettre une redirection des conversations vers des agents à travers des solutions comme Zendesk ou iAdvise. Donc, que ce soit par le chat ou par la voix, aujourd'hui, nos systèmes ont géré plus de 2 millions de messages de voyageurs. 90% d'entre eux ont été répondus par des agents.
par le bot, et donc du coup, ça fait une réduction de temps très important pour les agents. Voilà en quelques mots ce qu'on fait chez Destigo. Simon Robic, iAdvise, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ça existe depuis combien de temps? Alors, iAdvise, c'est une entreprise effectivement qui est née à Nantes, qui a maintenant 8 ans. Mais on est aussi basé à Paris, à Londres, Madrid, Düsseldorf et Boston depuis l'année dernière. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est une plateforme de marketing conversationnel. Donc, c'est à la fois, on a une technologie qui va permettre d'aller engager proactivement les internautes en fonction de leur parcours, en fonction de certaines caractéristiques liées à leur profil, en fonction de certaines données qu'on peut avoir. Est-ce que c'est un voyageur fréquent? Quelle a été sa dernière destination? Ce genre de choses. Donc on l'engage. C'est une plateforme qui va permettre de gérer ces conversations, non pas de façon automatisée par des humains, alors souvent en se branchant à des outils effectivement plus d'automatisation comme Destigo. Et au-delà de cette plateforme, on a aussi une communauté d'experts, de gens qui sont passionnés, indépendants. C'est une communauté qui s'appelle IBU. Et là, c'est vraiment des gens qui sont sélectionnés pour leur niveau de passion, leur niveau d'expertise, et qui vont venir assister les internautes sur le site de nos clients, en complément des services clients, en complément des chatbots, et qui permettent vraiment d'aller apporter un niveau d'assistance inégalé, parce qu'on vient parler vraiment à quelqu'un de passionné, quelqu'un d'expert, quelqu'un qui a expérimenté lui-même le produit, la destination, la compagnie aérienne, etc., et qui du coup va pouvoir apporter ce niveau de conseil voilà, qui est aussi très important et très performant pour nos clients. Donc c'est les deux, la techno et la communauté IBU. iAdvise, vous existez depuis combien de temps? Depuis 8 ans, et maintenant on est 250 collaborateurs, une bonne partie à Nantes et le reste à l'étranger notamment. En tout cas, déjà, à travers cette première description, on voit très bien la problématique majeure de cette conférence qui est dans le conversationnel. Jusqu'où va l'automatisation? Jusqu'où va l'humain? Dans quelle mesure les deux seront complémentaires? C'est ce qu'on va essayer de savoir au cours de cette conférence. Nicolas de Dianous, je le disais, vous êtes une agence de communication spécialisée sur le social media. Vous connaissez bien tous ces sujets. Comment on pourrait un peu introduire ce sujet du conversationnel qui est quand même assez nouveau pour nos métiers du tourisme? La digitalisation du conseil touristique, on en parlait il y a quelques minutes. Je vais faire une introduction très néophyte parce qu'on doit aussi déjargonner, si je puis me permettre, dévulgariser des métiers très, très techniques, mais qui en fait sont très simples pour les utilisateurs et les voyageurs que nous sommes tous, avec déjà une approche qui est assez claire, c'est qu'on évolue donc dans la performance social média qu'on évoquait ce matin, on évolue vers un système de conversation, vers une évolution des réseaux sociaux qui sont juste des vitrines et qui se transforment en espace conversationnel. Et évidemment, qui dit conversationnel, dit tout de suite conversion, performance mesurable. Alors, performance ne veut pas dire forcément des ventes, mais parfois des leads, parfois des prises de contact qualifiées. Donc mon introduction est simplement sur la base, nous, de différents marchés internationaux qu'on peut gérer, des 90 destinations et marques, tu disais du ferroviaire, de l'aérien ou d'aéroportuaire qu'on peut avoir, qui ont des problématiques de relations clients extrêmement fortes. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à une digitalisation donc, du conseil touristique et une performance de la relation client beaucoup plus efficace? Et ta vidéo de présentation était extrêmement claire. Aujourd'hui, il y a une surcharge des services clients et il y a une surcharge des community managers. Je prends un exemple qui est celui de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, que vous connaissez peut-être en France. La destination Savoie-Mont-Blanc, c'est pour certaines publications 3000, 4000, 5000 commentaires reçus sur un post. L'Irlande le disait tout à l'heure, 1500 messages reçus par mois. Comment on fait en termes de temps, en termes de charge, pour gérer ces flux? Est-ce qu'il n'y a pas des techniques, vous allez en parler tous les deux, déjà pour alléger les messages les plus simples, cartographier les flux, analyser la data pour que des personnes puissent avoir ce qu'ils trouvent rapidement et évidemment trouver des réponses rapidement. Donc j'ai fait une petite intro qui reprend quelques éléments vus tout à l'heure. Mais déjà pour dire qu'il y a une phrase célèbre dans la communication digitale qui est que résoudre un problème, c'est plus efficace que faire la publicité. Et je crois que c'est vos métiers à tous les deux. Et enfin, le deuxième point important, c'est que 50% des gens
préfèrent contacter une marque via les médias sociaux, via des plateformes digitales, via des interfaces conversationnelles, plutôt que par mail ou par téléphone. D'ailleurs, l'Irlande le disait tout à l'heure, ils ont fermé leur ligne téléphonique, ils ont fermé leurs emails. L'Office de tourisme de Paris a fait la même chose. Tu as peut-être des chiffres plus... J'ai une petite stat un peu amusante, une anecdote que je ne sais même pas si elle est vraie, il faudrait que je retrouve la source, mais je crois que 90% des gens préfèrent nettoyer leur toilette que d'appeler un service client. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Oui, mais quoi qu'il arrive, c'est pas faux. Quand on voit l'efficacité de certains services clients... Donc typiquement, la finalité, c'est quoi? C'est comment, clairement, Air France arrive à changer de place un passager dans son avion en temps réel parce qu'il y a eu un problème de réservation ou de surbooking. Comment KLM arrive à retrouver la valise de quelqu'un qui a été sollicité la compagnie par Messenger ou par Twitter, par exemple. Les exemples, il y en a des dizaines. Comment je peux avoir ma carte d'embarquement dans mon Ouigo ou dans mon avion, dans mon EasyJet, sur mon mobile, etc., etc. Les exemples sont multiples de points de contact entre la marque travel et l'utilisateur et passent, vous allez voir, partiellement, parfois par le site web ou d'autres interfaces, mais quand même beaucoup en premier point de contact via les réseaux sociaux. Donc Nicolas, l'émergence du conversationnel, la première raison en tout cas de cette émergence, c'est des services clients trop encombrés et il faut trouver une solution. Alors je dirais plutôt que c'est un comportement. Ouais. C'est d'abord un comportement. Ce que tu disais, c'est qu'on ne veut plus avoir ces problèmes d'attente téléphonique, de surcoût, de pas de réponse, de gens qui peuvent vendre, survendre et entre guillemets arnaquer pour certains des gens qui ont peur de se faire avoir parce que le conseiller téléphonique a été un peu trop pushy et que c'était pas un expert. Tu vas en parler, Simon. C'était pas un ami, c'était quelqu'un qui veut faire du chiffre. Et ça, c'est pas la même chose que conseiller quelqu'un avec une autre affinité que celle de faire son chiffre du mois. En fait, on est pour résumer ça, je pense qu'on est juste en train de vivre un changement d'air. On passe d'une ère où ces contacts-là étaient traités de façon assez industrielle, y compris dans le pilotage. Et en fait, c'était perçu comme un centre de coûts. Et donc, comment est-ce que je peux réduire au maximum ces coûts de traitement? Je délocalise, je mets des SVI sur les téléphones, appuyés sur 1 pour réaliser l'action, etc. Et finalement, on a cassé l'expérience de ses clients. Alors que, surtout quand on parle de voyage, dans toutes ces dimensions, l'expérience, c'est ça qui est central, finalement. Et donc, c'est pour ça que les consommateurs, si on peut les appeler comme ça, finalement, ne veulent plus appeler, parce qu'on sait qu'on va avoir une expérience absolument horrible, en fait. Donc, ces canaux-là, et le conversationnel, quelque chose de très naturel, permettent d'aller chercher une meilleure expérience, d'aller proposer des contenus, de l'inspiration, on le voyait dans la conférence tout à l'heure, et de répondre aux questions en avant-vente ou en après-vente d'une façon rapide, efficace et gratuite, en fait. Je vous propose de regarder un extrait d'une petite vidéo qui avait un peu tourné il y a quelques mois, quelques années, très prospectiviste, très futuriste, sur ce qu'est peut-être l'avenir et qui commence déjà à être la réalité d'une approche conversationnelle. On peut baisser le son, c'est pas indispensable, mais c'est une histoire d'un quotidien de plusieurs personnes qui ont aujourd'hui des problématiques de logistique, de réservation, de transport, de vie personnelle et de vie professionnelle mélangées et qui ont besoin d'un assistant. Un assistant, c'est quoi? Ça peut être du simple chatbot jusqu'à carrément des interfaces, et tu vas nous en parler, des interfaces intelligentes avec de l'intelligence artificielle qui peuvent presque prédire les besoins, qui peuvent presque analyser en fonction du retard d'un rendez-vous l'impact que ça va avoir sur le taxi qu'on avait réservé, qui du coup il faut décaler, de la réunion suivante qu'il faut aussi décaler, du dîner et donc du restaurant qu'on avait réservé qu'il faut décaler également, etc., etc., et de l'impact aussi entre la vie pro et la vie perso que les interfaces conversationnelles, que les interfaces intelligentes nous permettent de résoudre, jusque appeler un médecin pour ses enfants, jusque réserver un restaurant pour sa famille. Je rebondis immédiatement et je vous laisse évoquer ce sujet futuriste, mais par un tunnel de compréhension qui part du très basique, sur les tunnels de conversion du site internet classique et comparé
au tunnel de conversion du chatbot et de l'interface conversationnelle. Ça démarre avant d'aller vers du futuriste et de l'immersif. On démarre d'abord par des choses très pratiques, avec de l'économie et de la performance de temps qui sont clairement évoquées ici, avec des chiffres différents que vous avez peut-être de votre côté. Sur la partie... Mais il faudra parler du futur après, parce que c'est quand même moi j'aimerais le qu'on sujet. explique ce schéma quand même. Alors, si je comprends bien ce schéma, c'est qu'on compare en fait finalement les performances des tunnels de conversion classique entre 100% de visiteurs sur un site web et 100% de personnes qui parlent à un chatbot, et on voit qu'à la fin les performances du conversationnel sont plus importantes. Et ce qui est intéressant, alors nous chez iAdvise, effectivement, on est aussi sur les canaux type Messenger, WhatsApp, SMS, Facebook, Twitter. Notre cœur d'activité historique, c'est la partie site web. Et en fait, il y a un vrai paradoxe sur le site web. C'est-à-dire que sur 100 personnes, c'est ce qu'on voit un peu ici, 100 personnes qui arrivent sur son site, il y en a 27 qui arrivent parce qu'ils veulent acheter. Ils sont dans une intention d'achat. Et à la fin, il y en a 2, 3, ce qu'on voit là, qui repartent vraiment en ayant acheté. Donc ça veut dire qu'il y a 25% de son trafic qui est sur son site, qui est venu là pour acheter et qui repart sans avoir acheté. Donc il y a un vrai paradoxe en fait dans la conversion. Et le conversationnel, on le voit là, en rentrant par du chatbot, mais c'est aussi ce qu'on fait en venant apporter du conversationnel dans le tunnel du site. On va venir faire grimper en fait ces taux de conversion là, et nous en moyenne on passe de 2% sans conversation sur le site à 20% de taux de conversion sur le site après conversation. Donc ça a un impact en fait hyper concret sur ces chiffres que l'on voit ici, parce qu'on vient accompagner le visiteur, on vient répondre à ses questions, on vient le rassurer, et donc on a des meilleures performances transactionnelles, génération de leads ou de satisfaction de l'internaute. Donc j'essaye de résumer, juste parce que moi je suis un néophyte. Donc on a, grâce au conversationnel, non seulement on améliore l'expérience, hein, c'est ce que vous nous disiez, ça c'est important, on améliore l'expérience parce que on est dans une forme d'agacement de la part de l'utilisateur vis-à-vis des services clients. Donc on améliore l'expérience et de fait, on améliore sensiblement la conversion, qui est sinon faible. Hein, c'est ça, déjà les deux points forts, c'est ça. Il y en a un en amont qui est assez intéressant de noter et qui explique aussi un petit peu les chiffres qu'on voit sur ces deux graphiques. En fait, le conversationnel, qu'il soit automatisé ou pas, hein, chat, bot ou live chat, en fait, il a un bénéfice que n'aura probablement pas les sites web ni les applications mobiles, c'est qu'il n'y a pas de complexité d'utilisation. Tout le monde, aujourd'hui, dans cette salle, sait parfaitement écrire un message ou exprimer par le texte ou par la voix son besoin d'achat ou de renseignement. Il n'y a rien de plus simple. De 7 ans jusqu'à... bref, tous les âges. Je crois que même ma grand-mère, elle tape plus vite que moi avec la machine à écrire. Donc, voilà. Donc on a vraiment une simplicité d'utilisation, et puis la réponse aussi est facile, il suffit de la lire. Alors que dans un site web ou dans une application mobile, il faut comprendre l'UX. Il faut comprendre comment on va naviguer. Il y a des boutons sur le côté, il y a des boutons en haut, il y a des sliders. L'UX, c'est l'expérience utilisateur. Donc, il faut comprendre comment est-ce que la personne qui a créé le site web ou l'application voudrait que vous vous comportiez sur cette interface pour aller à l'endroit où vous cherchez votre produit. Donc, ça vous est déjà arrivé. Enfin, on arrive sur un site ou sur une app et on ne sait pas trop comment, mais c'est quoi ce menu, comment je déroule, comment j'arrive à cet endroit-là. Ça n'arrivera jamais avec une interface conversationnelle. Donc ça, c'est le premier point qui fait qu'effectivement, on amène un trafic beaucoup plus loin là où on veut les amener. Quoi. On va développer ça. Avant de parler de ça, je voulais qu'on fasse le lien avec la conférence de ce matin pour comprendre comment on amène des gens aussi techniquement sur le point de contact avec ces solutions de messagerie, de chatbot que tu évoques. Ce sont les visuels de ce matin. C'est les publicités que vous avez vues tout à l'heure pour ceux qui étaient déjà là. On fait des publicités sur les réseaux sociaux. On fait des publications. On est visible sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Bon, après, il y a d'autres leviers d'acquisition. Et on a des approches de plus en plus à la performance. Et on a des approches qui permettent aussi de basculer d'une consultation d'une publication à une discussion. Ça s'appelle le click to messenger, notamment sur Facebook. Simon, tu peux nous en dire un petit mot? Le click to messenger, c'est la grande nouveauté d'il y a 2 ans, 2 ans et demi. Sur les formats publicitaires, c'est plus récent que ça. Oui. Je pense que c'est début 2018, fin 2017, sur le format publicitaire. Donc vraiment, on va acheter du trafic. On va générer du trafic dans sa conversation. C'est ça.
2016, en France, ils sortent des boutons à installer sur son site, Voilà. qui, eux, permettent de proposer à ses visiteurs de démarrer une conversation dans Messenger. Là, ce n'est pas des formats payants. Et c'est vraiment, si vous voulez poursuivre la conversation au-delà de votre visite, cliquez ici et ça génère, ça ouvre Messenger et on peut démarrer la conversation, quoi. Donc c'est très simple. C'est pour des néophytes, pour des personnes qui se demandent comment capter au-delà du site web. Comme tu dis, il y a des boutons, des click to chat, des click to vidéo, des solutions IBU, des solutions Destigo, etc. Avant ça, sur nos travaux, sur nos techniques, sur notre quotidien de communicants, pour ceux peut-être qui sont dans la salle, de communicants pour valoriser une promo, pour valoriser une offre, pour valoriser une expérience touristique ou une marque, la publicité sur les réseaux sociaux est un des leviers très forts pour amener les personnes, pour amener les utilisateurs à entrer en conversation dans certains scénarios. Et c'est là que la publicité doit être extrêmement ciblée pour entrer en conversation et augmenter l'expérience utilisateur, soit par de la fidélité, de l'inspiration. Nous, on a un chatbot We Like Travel qui donne les news automatiquement tous les vendredis aux personnes qui sont abonnées et le best-of du social media de la semaine. Hyper basique. Mais imaginez ça avec tout ce que venaient de décrire Simon et Guillaume. Imaginez ça de manière beaucoup plus poussée. Il y a un point aussi, comme tu parlais d'innovation, il y a une page là, dans notre étude qui sort cet après-midi qui est dédiée à 2 innovations, notamment sur le Trip Consideration et le Flight Ads, qui permettent de cibler des personnes à des fins, évidemment, souvent de conversion, mais avant tout de conversation, parce qu'on sait qu'elles sont en train de rechercher une destination, de préparer leur prochain voyage. Parce qu'on le sait, ça c'est pour le Trip Consideration, et parce qu'on sait avec les Flight Ads qu'elles sont perméables ou en train de rechercher un billet d'avion. Et là, c'est là qu'on peut, plutôt que d'aller, je dirais, excusez-moi du terme, comme des bourrins, essayer de vendre un billet d'avion sans aucune humanité, sans aucune interface, c'est là qu'on peut intégrer vos solutions, messieurs, et je vous laisse la parole, sur de la performance, de la discussion, de la considération, et cette communauté d'experts IBU, je pense qu'il faut que tu en dises un mot, Simon, d'une relation avec des personnes qui ne sont pas des vendeurs, mais plutôt des experts. En fait, effectivement, c'est souvent un bon point de départ d'aller cibler finalement les personnes avec qui sont dans mes cibles, tout simplement via des formats publicitaires comme ça. Et effectivement, notamment Facebook pousse de plus en plus à ce que ça soit pas simplement de la génération de trafic sur son site, mais que ça aille ouvrir Messenger ou WhatsApp très vite pour aller démarrer une conversation. Et ce qui fonctionne bien dans ce cas-là, c'est et avant peut-être de revenir sur IBU, qui n'est pas la première étape là-dessus, mais ce qui fonctionne bien, nous on le voit chez beaucoup de nos clients, c'est du coup d'aller à l'ouverture de la page ou dans Messenger proposer certains scénarios automatisés qui vont permettre d'aller répondre, tu le disais tout à l'heure, parfois 80-90% des questions qui sont très souvent les mêmes et qu'on est en capacité très facilement techniquement d'aller automatiser. Et au-delà de ça, et je te tends la perche parce que vraiment je trouve que ce qui est fait chez Destigo en termes d'expérience pour les internautes est vraiment de très bonne qualité. On peut aller proposer beaucoup de scénarios, beaucoup de tunnels d'achat, de choisir sa destination de façon automatisée. Je ne sais pas si tu as quelques exemples à nous donner, mais ça fonctionne très bien chez vous là-dessus. Juste Alexandre, vous confirmez ce chiffre, donc 80-90% des questions peuvent être automatisées aujourd'hui? Ça dépend complètement des cas d'usage et des types d'entreprises, mais effectivement on voit plutôt une moyenne aux alentours de 70%. Donc 70% des questions sont des questions de niveau 1 qui peuvent être automatisées grâce à un bot. Et ensuite 20% des questions sont redirigées à des agents sur des plateformes de gestion de relations clients comme iAdvise ou d'autres. Donc c'est le chiffre à peu près moyen qu'on retrouve. Et les 10% restants, c'est les gens qui jouent avec le bot ou l'insultent. Voilà. Grosso modo, c'est un réflexe, pareil. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote pour le chiffre. Après, effectivement, selon des cas d'usage, on arrive à des taux d'automatisation beaucoup plus hauts quand c'est des cas d'usage qui sont très bien cadrés. Par exemple, si vous testez le bot de la RATP sur Messenger, donc vous démarrez une conversation avec la RATP sur Messenger, RATP chatbot,
Vous pouvez lui poser des questions sur les itinéraires, les horaires de passage, les perturbations sur le trafic, des questions de FAQ classiques sur le coût des billets, des abonnements, etc. Et là, on a un taux d'automatisation qui est beaucoup plus haut, parce que c'est des questions qui sont ultra bien cadrées. Donc c'est beaucoup plus facile. Ce n'est pas des champs ouverts où on a tout le possible du domaine du voyage et du transport qui sont à disposition de l'utilisateur. Donc ça, c'est un cas d'usage que je peux mettre en avant. Un autre, peut-être un peu plus simple à comprendre, c'est comment est-ce qu'on va rendre tout le contenu que habituellement on retrouve dans une FAQ, donc dans une foire à questions ou dans une base de connaissances qui sont utilisées par des agents de niveau 1 sur des floors de centres d'appel. Comment est-ce qu'on va utiliser donc cette FAQ et cette base de connaissances dans un bot pour le rendre à l'utilisateur, pour rendre l'information à l'utilisateur d'une façon plus simple. Donc, typiquement, quand je vais sur le site de MrFly.com et que je me demande comment fonctionne leur produit paiement en 4 fois sans frais, j'ai la possibilité d'aller dans la rubrique aide, aller dans la FAQ, descendre ma souris jusqu'à ce que je trouve la rubrique, cliquer, et là j'ai 5 paragraphes à lire pour comprendre l'intégralité. En police Arial 7. Voilà, exactement. Souvent, surtout les fine print. Et du coup, l'autre possibilité, je peux aussi, dès que j'arrive sur le site web, cliquer sur la petite fenêtre d'aide en bas à droite et poser ma question, comment fonctionne le paiement en 4 fois. Et donc, je peux le poser dans mon langage et dans la façon que je souhaite poser la question. Et donc, avec un pourcentage assez haut de compréhension, on va être capable du coup de faire ce qu'on appelle de la NLP, Natural Language Processing. Donc, en fait, on analyse le langage, peu importe son format. C'est pas de la détection de mots-clés. Donc, on va identifier, OK, cette personne veut avoir cette information et on va la retranscrire dans un format conversationnel, sous la forme de plusieurs bulles de chat qui s'enchaînent avec un rythme et qui donc apportent l'information de façon un petit peu plus comestible pour l'utilisateur final. Et si la question, du coup, pousse plus loin, j'ai utilisé ce service et je souhaite l'activer. Pouvez-vous me mettre en relation avec un agent ? À ce moment-là, tac, on fait la mise en relation et le bot se tait et laisse soit un agent de service client, soit dans le cas d'iAdvise, un expert UBU prendre la main pour donner des informations. Moi, je suis encore une fois, je suis un néophyte, Guillaume. Pendant la conversation avec le bot, c'est à moi de dire je veux aller plus loin, je veux avoir un contact humain, ou est-ce que à un moment donné, la conversation fait que le bot ne peut plus répondre et il y a automatiquement un basculement qui se fait ou pas ? Oui. Alors oui, dans certains cas. Aujourd'hui, c'est des cas qui sont très cadrés, parce que la technologie qu'on avait développée jusque-là ne le permettait pas. Donc aujourd'hui, c'est des critères très simples du style, si la conversation est plus de 240 caractères, si vous envoyez un message de plus de 240 caractères, c'est probablement que vous avez fait un copier-coller d'un mail et donc du coup que le bot ne saura pas quoi en faire. Donc là, ça connecte directement un agent. Si le bot répond 2 fois de suite, je n'ai pas compris, pouvez-vous répéter ? À ce moment-là, il va déclencher une redirection agent. Ou dans le cas où l'utilisateur le demande de façon implicite, je veux parler avec un humain. C'est les 3 raisons dans lesquelles on crée une redirection agent. Aujourd'hui, chez Destigo, on a développé une nouvelle brique sur laquelle on ne communique pas encore de façon officielle. On fera un lancement un peu plus officiel dans quelques mois. Mais on a développé aujourd'hui une brique vraiment de machine learning où du coup on est capable de savoir quand une conversation se passe mal et donc que le bot, lui, spontanément, anticipe et dise je ne sais pas comment répondre à cette question, je vous passe un agent. C'est une brique qu'on a développée et qui a des taux de résultats aujourd'hui assez intéressants et qu'on va mettre en place avec la plupart de nos clients. Qu'est-ce qu'on peut faire, Guillaume, avec un bot ? Donc, on voit qu'on peut faire ce qu'on appelle du serviciel, hein, c'est ce que vous disiez. On peut en effet répondre à tout un tas de questions liées à un service. On peut faire du serviciel, on peut faire... qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut faire de l'inspirationnel. Quelles sont encore une fois les autres fonctions du bot ? On peut faire du transactionnel. Exactement, les 3 ont été mentionnés. Ouais, c'est les 3 fonctions du bot aujourd'hui. Informationnel, ça serait une 4e qui aujourd'hui marche pas encore très très bien. C'est vraiment difficile aujourd'hui de bien inspirer les personnes à travers du conversationnel. Il y a quelques boîtes qui s'y tentent et c'est très difficile de pas se ramasser, hein, parce qu'il faut vraiment bien identifier très vite ce que la personne veut avoir. Il faut avoir une base de produits de voyage qualifiés dans une API, etc. Donc c'est assez difficile à développer, mais c'est un sujet qu'on regarde beaucoup et on avait déjà travaillé d'ailleurs avec Voyage SNCF à l'époque, avant Oui SNCF, sur ce sujet, sur de l'inspirationnel. Ça avait eu des résultats déjà assez intéressants, mais ce n'était pas encore assez prometteur. Donc pour résumer les cas d'usage qu'un bot peut faire,
serviciel, informationnel, transactionnel. Donc serviciel, c'est l'utilisateur qui vient poser une question, on lui fournit une réponse. Informationnel, c'est l'utilisateur qui vient poser une question et on lui donne une réponse et ensuite on l'accompagne en fonction du sujet qu'il a demandé. Donc, typiquement, je vous donne un exemple. Est-ce que mon vol est à l'heure? On peut répondre oui ou non. Ou on peut répondre oui, votre vol est à l'heure. Souhaitez-vous être informé en cas de... souhaitez-vous suivre votre vol? Et là, il propose un bouton. Si l'utilisateur clique oui, à ce moment-là, le bot va être proactif et va lui envoyer votre boarding démarre dans 45 minutes, votre avion est retardé de X temps, il atterrira, vous retrouverez vos bagages à l'atterrissage à tel carrousel. Enfin, il anticipe et du coup, il vient informer l'utilisateur de façon proactive à la suite d'une demande. Ça, c'est informationnel. Et le troisième, c'est transactionnel. Donc, si je veux acheter un produit, le bot conseille, donne des informations sur ce produit et à la fin, soit gère la transaction, soit redirige sur une page sur un panier de paiement. Ça, le transactionnel, on en est encore au début de l'histoire. On avait Florence Estra, la directrice marketing digitale d'Air France, là, hier sur ce plateau, qui disait, nous, on regarde pour l'instant. Hein, on n'en est pas encore là. Ils ont lancé un bot il y a 2 ans. Mais sur le transactionnel, ils disaient, oulala, hein, on va doucement. Ouais. C'est encore les balbutiements. C'est sûr que c'est encore au début. Par contre, dans le domaine de l'aérien, c'est un peu plus difficile. Ouais. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il y a juste beaucoup de critères à demander à l'utilisateur pour bien cadrer son besoin en termes de produits. C'est bête, mais si je vais sur le bot de Air France et que, imaginons, je lui dis je veux un vol, il va me demander départ où, retour où, départ quand, retour quand, aller matin, après-midi, couloir, fenêtre, low cost, enfin bref, vous passez. Donc en fait, il y a un flux de dialogue qui est un peu douloureux pour l'utilisateur avant d'arriver au produit final. Un site web ou une application marche bien mieux. Nous, on travaille sur un cas d'usage transactionnel qui est assez prometteur dans le cadre du voyage d'affaires. On travaille avec Carlson Wagonlit sur la capacité d'un bot à réserver des hôtels par texto pour les voyageurs d'affaires. Donc le cas d'usage, c'est de dire quand on est un voyageur d'affaires, en général, on n'a pas beaucoup de temps pour réserver son vol et son hôtel. Donc on fait l'effort de réserver son vol, surtout si on est sur un segment un peu cher, un peu compliqué, parce que de toute façon, c'est pris en charge par le système de paiement intégré avec la TMC. Néanmoins, l'hôtel, c'est vite fait de dire à la dernière minute, bon, je réserve sur booking.com, je connais bien, je passe en note de frais. Donc ça, c'est une opportunité ratée pour les agences de voyage d'affaires. Et en plus, pour les entreprises, c'est un manque de maîtrise de coût, parce que ça sort du flux, ça se rentre dans le flux open booking. Donc nous, le cas d'usage qu'on développe avec Carlson, c'est l'idée de dire quand il y a un voyageur Carlson Wagonlit qui a un segment vol mais n'a pas un segment hôtel, le bot proactivement sélectionne un hôtel dans l'inventaire de Carlson Wagonlit qui match avec la travel policy, la politique voyage de l'entreprise et le push par SMS à l'utilisateur en disant voilà, vous avez votre voyage à New York la semaine prochaine, votre entreprise a un tarif préférentiel avec Marriott, souhaitez-vous le réserver? Et pour l'utilisateur, c'est une expérience très simple, il répond oui et il reçoit un email de confirmation. D'accord. Donc ça, c'est un cas d'usage qui va permettre du coup de faire du transactionnel un petit peu plus intelligent et surtout de façon très simple. Alors c'est vrai qu'on a en tête l'image d'un droit d'entrée assez élevé. C'est vrai que quand on vous écoute, vous nous parlez de grandes marques, Carlson Wagonlit, voyagesncf.com. Est-ce qu'aujourd'hui, le bot est accessible à des marques plus petites, à des structures plus petites? On évoquait dans la conférence précédente un office du tourisme qui n'a plus d'assistance téléphonique, qui n'a plus d'assistance physique, de bureau physique pour répondre aux questions. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un bot puisse là s'intégrer et encore une fois s'adapter à des structures plus modestes? Je vais préciser un point et tu vas répondre aussi. J'ai eu la remarque de l'office de tourisme de Val Thorens qui m'a dit qu'eux ne voulaient pas payer une solution de chatbot et d'automatisation parce que la qualité en fait, du conseil, vraiment beaucoup plus sur l'inspiration quand même que des technos que tu évoquais, n'était pas déjà en termes d'intelligence artificielle suffisamment forte. Et donc ça, on est sur la limite de l'IA, mais aussi que le coût humain de 1,5 personne chargée par an était, même s'ils sont à 80%, 70% de leur temps sur du community management ou de la relation client digitalisée, était inférieur à des solutions et de la mise en place et de l'entretien surtout d'une solution de chatbot. Donc
moi, je lui ai dit que c'était pas si cher que ça, parce que je connais, voilà, c'est quand même un ticket d'entrée important dont tu vas parler. Mais il y a cette remarque-là, effectivement, des offices de tourisme et des destinations pour qui le produit n'est pas parfait encore. Et l'intelligence artificielle, tu en parlais, je pense que c'est bien la définition que tu avais donnée de 20 minutes de conversation sans qu'on puisse détecter si c'est un humain ou une machine, amène le constat d'une intelligence artificielle parfaite, c'était ça? Ouais, ça c'est le test de Turing. C'est Alan Turing qui est le père de l'IA qui a théorisé ça, qui dit effectivement sur un groupe de personnes, si 30% de ce groupe peut discuter avec la machine pendant 20 minutes sans se rendre compte que c'est une machine, alors c'est bon, l'IA, on a résolu ce sujet-là. Donc, ce qui n'existe pas encore. Il n'y a aucune technologie capable de faire ça aujourd'hui. Mais c'est pas forcément grave, en fait. Non. Parce que dans les cas que tu évoquais là, en fait, on n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Exactement. Et pour déjà fournir un service à énormément de personnes, un service qui est rentable, parce que du coup, ça permet de faciliter de la transaction. On le disait là, de faire de la vente additionnelle. Et en fait, je pense, et je te laisserai répondre, parce que la question, elle est sur la partie chatbot, mais il faut vraiment sortir de ce côté, ça va être un centre de coût, ça va me coûter de l'argent, c'est de l'investissement, parce qu'on améliore les tunnels qu'on voyait tout à l'heure, on améliore la satisfaction, et on améliore la fidélité, et donc le repeat business, et le fait que les gens sont clients à un instant T, mais ils vont ils reviennent plus que quelqu'un qui n'a pas été assisté par un agent, un expert ou un bot. Et surtout, dans le temps, ils achètent plus. Ils ont des paniers moyens qui sont plus élevés. Donc, OK, c'est un investissement, il faut sortir l'argent au démarrage. Mais en fait, si tu regardes sur un an, c'est largement rentable, en fait. C'est des solutions très héroïstes. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a un ticket d'entrée qui est aujourd'hui encore un peu cher, parce que c'est des technologies qui sont très compliquées. Typiquement, des entreprises comme la nôtre, ou iAdvise, ou toutes les autres qui sont sur ce domaine-là, on a des équipes de data scientists, des gens qui coûtent très cher, qui sont très difficiles à trouver et à former. Donc, c'est forcément des coûts derrière importants. Avec le temps, ça va se commoditiser un peu plus et s'ouvrir à des entreprises de taille plus modeste, c'est évident. Aujourd'hui, forcément, le coût d'un projet conversationnel, ça avoisine plutôt les 100 000 euros. Donc, c'est un vrai investissement pour les entreprises. Néanmoins, il faut comprendre quelque chose, comme l'a expliqué justement Simon. C'est un investissement dans le temps. C'est très héroïste dans le sens où finalement, 100 000 euros, c'est 2 salaires chargés, grosso modo, plus les coûts, plus le matériel. Et donc, si on arrive déjà à économiser l'équivalent de temps humain sur un volume de conversation de 2 salaires, c'est amorti. Ça, c'est juste sur le bénéfice numéro 1 qui est l'automatisation du service client. Si après on parle de l'amélioration du taux de conversion, quand on propose à nos clients d'améliorer leur taux de conversion sur certains types de produits de l'ordre de 30%, donc on va monter le taux de conversion de 14 à 17, enfin là, ou quand justement iAdvise vous explique que vous allez passer votre taux de conversion de votre site web de 2 à 20% en mettant de la conversation, c'est finalement un investissement qui est très vite rentabilisé. Il faut juste sauter le pas. Et c'est sûr que c'est pas évident de sauter le pas sur des technologies qui ont 2 ans de maturité, qui ont fait leurs preuves pour l'instant qu'avec des très gros acteurs. Donc c'est effectivement ceux qui sont un peu plus prêts à prendre le risque qui se lancent. Avec les années, c'est sûr que ça va se commoditiser et les plus petites entreprises auront des solutions étagères un peu plus simples à disposition. Alors Simon, on a vu avec Guillaume, 70% des réponses étaient automatisables. Les 30% qui restent, c'est là que vous intervenez avec votre fameuse communauté IBU. Alors, voilà, l'humain prend le relais de l'automatisation. Comment ça fonctionne, cette communauté? C'est quoi exactement? Dites-nous en plus. En fait, on le voyait là, sur la partie bot, on peut répondre à plein de cas, un peu de niveau 1, de certains tunnels prédéfinis, ça fonctionne très bien, les résultats sont très performants, mais quand on est dans des cas où finalement l'internaute se pose plus de questions, c'est-à-dire qu'il n'est pas certain encore du choix qu'il veut faire, c'est là où effectivement on a une vraie valeur ajoutée, et cette communauté IBU, encore une fois, c'est des gens qui sont passionnés du sujet, et notamment sur le voyage, s'il y a bien un sujet passionnel, émotionnel, c'est celui-ci, quoi. Et s'il y a bien un sujet sur lequel le fait de discuter avec quelqu'un qui a déjà vécu ce voyage qui nous intéresse a de la valeur, voilà, c'est bien dans ce secteur-là, quoi. On parle bien donc parce que je connais un peu le produit, donc c'est extrêmement utile effectivement pour les marques du secteur du voyage. Donc le process, c'est de recruter
de votre côté des personnes qui sont... Alors recruter, on parle plutôt de sélection, parce que c'est des gens qui sont indépendants. C'est voilà, quelque chose qui sont qui est indépendants, important. qui travaillent de chez eux. Exactement, et qui rejoignent une communauté d'experts sur la réponse à des questions et sur des conseils qui peuvent aller d'une tente Décathlon à un séjour Marmara. Mais où, sur le voyage, effectivement, comme tu disais, il y a un partage d'expérience et surtout une expérience personnelle qui est presque du consumer to consumer, avec évidemment de la transaction à la clé. Mais on parle bien donc d'un groupe de gens qui sont au service de la marque. Ça peut être n'importe qui parmi nous. On va s'inscrire sur ibu.com. On dit je suis passionné de voyage, je suis passionné de telle destination, je suis passionné de telle compagnie. Et en fait, derrière, lorsque justement cette compagnie, cette destination dit moi je veux apporter ce niveau d'assistance à mes visiteurs, on va lancer une campagne justement de sélection des experts. Et donc là, on envoie un quiz qui est en format conversationnel à tous ces experts qui se sont inscrits, qui va être composé à la fois de questions sur la marque, ses services, mais ça peut être aussi plus large, et qui va nous servir à bien juger le niveau d'expertise, à juger le niveau d'orthographe, évidemment, ce qu'on va répondre de façon écrite, et à juger la rapidité de réponse aussi du candidat. Et après, en moyenne, on va sélectionner, nous, uniquement 5% des candidats sur l'émission, parce qu'on veut vraiment sélectionner les meilleurs, ceux qui vont apporter la meilleure expertise, la meilleure assistance en fait aux internautes. Et une fois que ces personnes-là sont sélectionnées, eh bien, elles accèdent à notre outil, à la fois sur web ou sur mobile. Elles ont une application mobile et elles disposent de contenu sur la marque. Elles peuvent échanger avec des représentants de la marque, de la destination, etc. pour avoir des questions, pour avoir des infos sur les offres spéciales. Et elles vont assister en temps réel, dès qu'elles le souhaitent, les internautes. Et elles sont rémunérées soit à la conversation, soit avec un pourcentage sur la transaction qu'elles vont réussir à générer. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans cette communauté ? Il y a un peu plus de 20 000 personnes inscrites dans la communauté. Toutes ne sont pas actives pour des marques. Mais le secteur du voyage, c'est celui sur lequel on est particulièrement actif. Il y en a d'autres, tout ce qui est nouvelles technologies, bricolage, tout ça, c'est des secteurs qui sont très actifs. Mais le voyage, chez nous, ça fonctionne très très bien. Un truc très intéressant, c'est que, comme vous le savez, comme tu le sais, un community manager qui gère la communication d'une marque, il travaille à des horaires postés. Et donc, à 18h, 19h, il n'y a plus personne en fait, pour répondre aux questions, aux messages. La communauté IBU, c'est une excellente réponse quand il faut en apporter une, à des heures où, justement, du côté de la marque, il n'y a personne. La majorité des transactions en e-commerce, en général, elles ont lieu le soir et le week-end. Et en fait, sur le voyage, c'est pareil. On est chez soi, avec sa famille, on est en train de réfléchir à ses prochaines vacances, on est sur la tablette dans le canapé, et il est peut-être 20h, 21h, ou c'est le samedi après-midi. Et en fait, c'est des horaires où les services clients sont pas là, les community managers sont pas là. On peut avoir certaines réponses, effectivement, sur le chatbot, à n'importe quelle heure. Mais sur du 24/7 aussi, on peut avoir du coup un expert. Et on a des conversations, nous, qui ont lieu à 4h du matin, parce qu'il y a des gens qui travaillent de nuit et qui ont aussi leur téléphone à côté d'eux et reçoivent la conversation et vont y répondre. Simon, vous dites on les met en relation avec la marque. Et ça veut dire que la marque doit payer un ticket d'entrée pour accéder à cette communauté ou pas ? Alors, en fait, ils rémunèrent les experts. Ils rémunèrent les experts. C'est la seule chose que la marque paye. Elle rémunère les experts. Et la plateforme iAdvise. Mais en fait, alors notre modèle, là on parle vraiment d'iAdvise. On peut élargir un peu, mais notre modèle est au contact. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une conversation, il y a une partie du prix du contact qui sert à payer la plateforme iAdvise et l'autre qui sert à payer l'expert qui va répondre. En fait. Donc là, on est quand même dans un modèle accessible, justement, là, en l'occurrence. Ça dépend du volume de contact. Voilà, tout à fait. Donc même si on est sur des petites destinations, des offices de tourisme, on travaille avec des offices de tourisme par exemple, eh ben, vous allez prendre un premier pack à 1000 contacts par mois par exemple et qui est accessible. Tout à fait. Alors moi je suis sur une messagerie, je pose une question sur, je dis n'importe quoi, n'importe quelle destination, j'ai une interrogation, comment ça se passe ? Quand est-ce que vous prenez le relais ? Voilà, concrètement, comment ça se passe ? Dans quel temps, dans quel délai je peux espérer une réponse ? Voilà, dites-nous comment ça se fait.
En fait, c'est quasiment instantané. C'est-à-dire que dans les 5 minutes après lesquelles vous avez posé votre question, vous allez avoir une réponse parce qu'on a justement cette communauté d'experts qui est dimensionnée en fonction du volume de contact qu'on estime chez les clients. Donc on va aller chercher plus ou moins d'experts pour venir répondre aux questions des internautes en fait. D'accord, quasiment instantané. Hein. Je dois m'inscrire évidemment sur... Alors en tant qu'expert vous vous inscrivez, mais en tant que visiteur, en tant que client, prospect, vous vous inscrivez nulle part. Vous allez sur le site de la marque ou vous allez sur sa page Facebook, vous démarrez une conversation Messenger, vous posez votre question, vous avez peut-être une première réponse par chatbot ou pas, et puis après vous êtes mis en relation avec un expert, mais on n'a même pas besoin de savoir qui vous êtes finalement pour pouvoir répondre à votre question. Je veux voyager avec ma famille, on sera 4, 2 adultes, 2 enfants, on aime plutôt tel type d'activité qu'on s'appelle Jean-Louis, Michel, voilà, peu importe finalement, on va pouvoir vous apporter le même niveau de réponse. Donc c'est pas besoin de s'inscrire en tant qu'internaute pour avoir accès aux conseils et à l'assistance. C'est bien de le préciser. On voit là qu'on a quand même 2 exemples très intéressants en effet de ce nouveau conversationnel, hein, avec d'un côté l'automatisation, de l'autre l'humain, avec une complémentarité entre les deux. Hein, c'est ça qui est important. On arrive malheureusement un peu au bout de cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des commentaires que vous voudriez partager avec nous? N'hésitez pas. Le sujet est évidemment un peu nouveau ici. Allez-y. Bonjour, moi je voulais poser une question. Je pense qu'on est un peu en train d'oublier la Chine. Personne n'a parlé de WeChat. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une bonne question. Moi, je peux en parler un petit peu. WeChat, nous, on le prend. C'est un des canaux qu'on supporte sur la plateforme d'Estigo. Donc, on est capable de déployer un chatbot sur WeChat. C'est ce qu'on fait pour certains de nos clients. Donc, en fait, l'entreprise va avoir un bot qui a été développé, qui répond à un certain nombre de cas d'usage. Donc, comme je vous expliquais, les 3 cas d'usage, informationnel, serviciel et transactionnel. Et ce bot, il va être disponible sur une petite fenêtre de chat sur votre site web, sur votre page Facebook Messenger, sur un numéro de téléphone pour WhatsApp et sur un compte WeChat pour des clients chinois. La seule chose, c'est qu'on ne supporte pas encore certaines langues pour la NLP en chinois, mais bon, ça ne saurait tarder. Alors nous, on n'y est pas encore, pour une simple et bonne raison, c'est que nos clients sont plutôt des marques européennes encore aujourd'hui, et certaines d'entre elles dans le luxe nous demandent d'y aller. C'est pas la majorité de nos clients. Nous, aujourd'hui, les demandes, elles sont clairement Messenger et WhatsApp, parce que c'est des plateformes absolument gigantesques ici et aux États-Unis le marché commence à ouvrir. Donc c'est pour ça qu'on n'y est pas, mais c'est clairement dans la liste ensuite des canaux sur lesquels on veut aller pour pouvoir accompagner nos clients européens vers leurs clients chinois. Voilà. Et peut-être ce que je pourrais préciser, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de transactions, de choses comme ça, un peu froides finalement, mais on commençait au départ par parler d'expérience. J'ai un exemple là-dessus chez TUI Marmara, d'un expert la semaine dernière qui reçoit une question d'une cliente qui a réservé un séjour dans un centre Marmara, alors je ne sais plus où est-ce que c'était, et qui envoie un message, qui tombe sur un expert et qui lui dit « Bonjour, je voudrais m'assurer que ma chambre que j'ai réservée, elle est bien à côté de la réception. » Donc là, l'expert demande pourquoi et se pose des questions. Et en fait, la personne explique que son mari n'arrivera que 2 jours après elle et qu'elle est sujette à des crises d'angoisse et qu'elle ne veut pas être isolée dans l'hôtel. Et donc là, la discussion a duré 20 minutes, où là, on n'était pas du tout dans de la vente, il n'y avait rien avant, il n'y avait pas d'upsell ou quoi que ce soit. Mais l'expert a passé son temps à lui dire, vous savez, c'est un hôtel qui est très sécurisé, il y a beaucoup de Français qui vont là-bas, il y a tel type de salle avec tel type d'événement, vous allez pouvoir rencontrer des gens. Votre chambre, je la connais parce que je suis déjà allé dans cet hôtel, alors pas dans cette chambre, mais je vois où elle est située. Vous êtes effectivement pas très loin de la réception. Et en fait, l'expérience qu'on apporte à cette cliente, en répondant à cette question qui est hyper précise, c'est inestimable. C'est inestimable, c'est impossible à faire à quelqu'un qui est dans un centre de contact en offshore, qui n'a jamais voyagé dans cet hôtel. Ni avec un bot. Et avec un bot, c'est compliqué, effectivement, de faire ça aussi. Et par contre, c'est quelqu'un que vous venez de fidéliser, et pour ses prochaines vacances, c'est plus que probable qu'elle revienne chez vous. En la rassurant, en tout cas, vous l'avez fidélisé. Donc ça, c'est un bon exemple de ce que peut faire le conversationnel après avoir fait de l'acquisition de trafic, après avoir répondu à certaines questions qui ont facilité à la conversion. Mais sur ce genre d'expérience, c'est très complémentaire de tout ce qu'on a vu, et vous faites de ce client quelqu'un de très fidèle, qu'on parlera probablement à ses amis, et vous vous assurez de la fidélité et des revenus dans le temps, en fait. Nicolas ?
exemple parfait. C'est vraiment ça qu'on cherche. C'est ça qui crée aussi l'adhésion et la préférence de marque. C'est ça qui fait que la marque sera dans le top of mind, même si elle n'est pas achetée tout de suite. Elle sera dans le top of mind la prochaine fois que la personne fera une recherche et dira ah, je me rappelle d'eux, ils avaient répondu à ma problématique. Et c'est le quotidien effectivement des community managers aujourd'hui qui font un peu le même métier d'expert que IBU et où les animateurs des communautés sont confrontés, on l'avait vu avec la Norvège tout à l'heure, sont confrontés à des questions de plus en plus précises, parfois complètement irrationnelles, parfois extrêmement personnelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a parfois aussi des modèles de voyage en couple ou en célibataire où voilà, on veut avoir quelques informations et on ne peut le faire que de manière privée parce qu'il y a des choses qui sont indicibles. Qu'on ne peut pas mettre en public, qu'on ne veut pas exposer en public, qu'on ne veut pas poser sa question. Et donc, c'est que, même c'est presque honteux par téléphone, voilà, je pense qu'elle n'aurait pas téléphoné, cette dame. Et donc, là, la déshumanisation, entre guillemets, faciale, rencontre quand même, est quand même une recherche d'humanisation en back-office et en digital. En tout cas, 2 exemples absolument passionnants de ce qu'est capable de faire le conversationnel, à la fois en automatisation, à la fois grâce à l'humain, grâce à la communauté. Un grand, grand merci, messieurs. C'était vraiment passionnant. Merci à vous. Merci. Merci. On se donne rendez-vous dans 5 minutes. On va donner un éclairage particulier sur une marque. On avait parlé hier de la politique digitale d'Air France. Là, on va parler de Uber pendant une demi-heure. Restez présents, restez nombreux. On revient aussi sur le social media à 13h30 avec les influenceurs. La nouvelle donne sur les influenceurs. Là aussi, ce sera absolument passionnant. On vous attend 13h30. Bon appétit d'ici là si vous allez manger. À tout de suite.